Bonjour à toutes et à tous. Ravi de nous retrouver au sein d'IESF avec tous ceux qui s'intéressent et toutes celles qui s'intéressent à cette intelligence économique qui, pour nous, est une occasion de rebondir après, et même d'ores et déjà, compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons. Alors, vous avez devant vous ce que IESF considère comme étant l'image, la vision de l'intelligence économique de nos entreprises. Cette vision est une cohérence en soi entre une intelligence collective, parce qu'une entreprise, c'est une intelligence collective. Une entreprise, c'est une intelligence des risques, c'est-à-dire de toutes les menaces de différentes natures qui peuvent atteindre sa performance. Une entreprise, ce sont des actions d'influence. Nous le verrons lorsque nous aborderons ce sujet-là. L'influence se pratique de manière quotidienne, mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Et puis, une entreprise, elle est faite aussi pour innover, pour inventer. L'intelligence économique doit permettre de faire, de mettre en place, d'offrir des services et des produits qui n'existaient pas et qui viendront accompagner des solutions à des problèmes qui peuvent être ceux de l'entreprise ou ceux de ses futurs clients. Et comme l'a très justement dit Jean Gourceau, ces quatre dimensions ne peuvent fonctionner en harmonie que grâce à un mode de management reposant sur l'éthique et la déontologie. Aujourd'hui, nous allons aborder l'intelligence collective. Et donc, je vais demander à Jean d'afficher la deuxième slide qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Devant vous s'affiche, je dirais, ce qui est à la base de toute aventure entrepreneuriale et en même temps de toute aventure d'intelligence économique. On croit volontiers que l'intelligence économique a pour vocation de traiter l'information. Mais l'information en soi ne veut pas dire grand-chose. L'information ne signifie rien si elle n'est pas contextualisée dans un problème. C'est pour ça qu'on va revenir, voilà, on reste sur cette slide. Et donc l'intelligence économique, elle est faite pour les entreprises qui ignorent. Le plus important, nous sommes dans les fondamentaux. Nous sommes ici dans une image, je dirais, quasi platonicienne de l'intelligence économique et de l'entreprise. Tout réside dans la capacité à ignorer. Une entreprise qui est capable d'inventer des questions qui n'existaient pas hier est une entreprise performante. Car mes concurrents ont les mêmes outils numériques, les mêmes algorithmes que moi. Ils vont pouvoir trouver des réponses et des informations partout dans toutes les bases de données possibles et imaginables. Mais ce que mes concurrents risquent de ne pas avoir, c'est ma curiosité, c'est ma capacité à ignorer, à poser des questions. Le stratégique est dans la question, le stratégique est dans l'ignorance. L'information, c'est-à-dire la réponse, relève du technologique. Et on l'a bien compris, dans le couple question-réponse, c'est la question qui est primordiale, c'est la question qui est la cause première, c'est la question qui décide de tout. Et donc, un système d'intelligence économique, c'est une rotation des questions et des réponses à travers les hommes et les femmes, à travers les métiers. Et vous voyez bien que, vous sentez bien que cette rotation des questions et des réponses, elle va traverser toutes les barrières, toutes les hiérarchies. Plus elle sera distribuée au sein de l'entreprise et plus elle sera efficace. Donc, nous avons ici quasiment des électrons qui sont le cœur du cœur de l'intelligence économique. C'est autour de ce cœur question-réponse que nous allons bâtir une intelligence collective. Et maintenant, nous allons passer à la
troisième slide, pour illustrer ce que nous entendons à IESF par intelligence collective. Une intelligence collective, c'est la maîtrise, c'est la gouvernance, l'animation, nous verrons comment et par qui, d'un certain nombre d'éléments fondamentaux qui sont au nombre de 3 et que l'on retrouve dans toutes les entreprises. Ces éléments fondamentaux sont d'abord la mémoire. La mémoire, c'est le lieu où vont se retrouver toutes les questions et les réponses que nous avons été capables d'inventer dans la slide précédente. La mémoire, c'est ce qui contient tous les outils, tous les algorithmes, tous les robots, tous les moteurs de recherche, toutes les bases de données se trouvent dans cette portion de la figure qui est qualifiée de mémoire. Cette mémoire, elle est dans l'entreprise, mais l'entreprise se situe également au centre de la mémoire, parce que les informations qui intéressent la performance de mon entreprise peuvent se trouver ailleurs dans d'autres mémoires, c'est-à-dire chez des fournisseurs, chez des clients, chez des banquiers, des assureurs, dans des administrations. Donc, il ne faut pas voir la mémoire comme quelque chose qui est purement interne. La mémoire, c'est un immense océan au milieu duquel se trouve mon entreprise. Et le travail d'intelligence économique consiste à repérer, à visiter, à faire cette géographie, cette cartographie de toutes les mémoires dans lesquelles se trouvent des réponses à des questions que je n'ai pas encore inventées. Nous pourrons revenir sur ce sujet. Les réseaux. Les réseaux sont dédiés, eux, à l'information orale. L'information orale comprend en gros 10% des réponses aux questions que j'ai été capable de créer, d'inventer. Évidemment, c'est moins important en termes de quantité, mais généralement, l'information orale est plus stratégique que l'information écrite. Vous l'avez constaté au cours de votre carrière et vous le constaterez pour ceux qui ont encore du chemin à parcourir, les éléments les plus stratégiques ne sont pas toujours écrits. Et c'est l'oral qui contient souvent les informations de rupture, les grandes problématiques qui sont soit les nôtres, soit celles de nos concurrents. Donc l'information orale est quelque chose de très important. Et l'information orale, eh bien, c'est le travail des réseaux. Pour l'intelligence économique, qu'est-ce que c'est qu'un réseau? Eh bien, un réseau, c'est essentiellement un langage. C'est un langage technique, commercial, mathématique, géographique, géopolitique, qui supporte des acteurs, des personnes, des hommes et des femmes qui, parce qu'ils parlent le même langage, sont capables d'échanger des questions et des réponses précises à propos, par exemple, d'un problème d'électricité, à propos d'un problème d'électrolyse ou de freinage des trains lancés à grande vitesse. Or, l'entreprise est un foisonnement de langages. Les réseaux existent déjà. Avant de vouloir en créer d'autres, il faut commencer par cartographier ceux qui sont à notre disposition et à les visualiser. Cette visualisation des réseaux va permettre d'agrandir l'entreprise. Une PME de 50 personnes, pour l'intelligence économique, c'est une entreprise de 500 personnes. Tout le travail va consister à identifier les hommes et les femmes qui, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise, constituent des réseaux qui pourront être utilisés. Troisième fonction, élément fondamental de l'intelligence économique, ce que nous appelons l'analyse, l'expertise. Il s'agit d'un second temps de l'intelligence économique qui est destiné à recevoir les réponses orales ou écrites
que nous envoie la mémoire ou que nous ramènent les réseaux pour les valider. La dernière fois, N'oubliez pas de couper vos micros. J'essaie de le faire au fur et à mesure pour ceux qui arrivent, mais les micros ouverts créent des échos et ça interrompt la réflexion de Bernard, ce qui est dommage. Donc voilà, mais n'hésitez pas à couper vos micros. Bernard, ton micro est coupé. La dernière fois, lors de notre précédent webinaire avec M. Toussaint Coppolani, nous avons abordé la véracité, la vérification de l'information. Eh bien, nous sommes en plein dans l'analyse. Or, les analystes, les experts, ils sont déjà dans l'entreprise. Certains sont ailleurs, les réseaux nous indiqueront d'ailleurs quels sont ces analystes que nous sommes capables éventuellement de convoquer, dont nous pouvons acheter éventuellement les connaissances pour valider, vérifier des informations. Le quatrième élément, c'est la maîtrise. La maîtrise des trois précédents. L'intelligence économique, ça consiste à voir l'entreprise à travers ce schéma, à travers cet organigramme. On peut dire que cet organigramme, il est aussi celui de l'entreprise et il rend compte de ses talents, de ses compétences, de ses savoirs et de ses savoir-faire sous un seul regard. Alors cette maîtrise, bien entendu, elle dépend du chef d'entreprise. Le patron de l'intelligence économique dans une entreprise, c'est le patron de l'entreprise. Il est en même temps le patron de l'intelligence économique de son entreprise. Mais on peut imaginer une distribution de la maîtrise beaucoup plus large. La maîtrise de l'intelligence économique peut se déléguer. Par exemple, à Vaux-en-Velin, chez Medical Group, qui est une petite PME qui travaille dans les prothèses, eh bien, une entreprise d'une cinquantaine de personnes peut avoir 20 systèmes d'intelligence économique qui fonctionnent de manière concomitante selon le schéma qui s'affiche devant vous. Chacune de ces intelligences économiques est maîtrisée par un cadre qui est chargé d'apporter une solution à un problème immédiat ou à un problème futur. Et donc, il va organiser un travail de veille sur l'information écrite à partir de veilleurs, nous sommes dans la mémoire. Il va rechercher à travers des réseaux quels sont éventuellement des analystes, des experts à l'extérieur qui pourraient vérifier, valider des informations. Il va faire en sorte que les analystes de l'entreprise se rencontrent au sein de collèges d'experts, peut-être même va-t-il organiser des rencontres à l'extérieur. Donc la maîtrise est quelque chose qui peut se distribuer entre plusieurs membres de l'entreprise. Et donc, voici ce qu'est un organigramme d'intelligence économique, une intelligence collective. Et là, je voudrais m'arrêter une seconde, parce que cette intelligence collective, c'est aussi la nôtre. Nous tous qui sommes aujourd'hui devant notre écran, nous sommes des systèmes d'intelligence économique personnelle, parce que d'abord, nous sommes capables d'ignorer. Cette nuit, nous avons imaginé une question qui n'existait pas hier et qui est en rapport avec un problème que nous nous posons au sein de notre entreprise ou de notre future entreprise. Donc, nous sommes capables de maîtriser l'ignorance et d'inventer des questions. Nous sommes capables de faire des veilles, c'est-à-dire d'utiliser nos outils pour aller rechercher dans des bases de données ou ailleurs des informations qui correspondent à nos ignorances. Nous sommes tous des têtes de réseau parce que nous pouvons prendre notre téléphone et appeler par exemple Julie Rousseau pour lui demander ce qu'elle pense de telle ou telle technologie. Elle fait partie de nos réseaux. Et puis nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes capables, à partir de notre propre expérience, d'analyser des informations, de les valider, de les vérifier. Et si nous ne sommes pas capables de le faire, eh bien, nous pouvons
contacter des experts à l'extérieur. Il n'y a donc pas la moindre différence entre notre intelligence économique biologique et celle de l'entreprise. C'est exactement la même chose, à ceci près que ce que nous faisons de manière inconsciente et déliée, rapidement, en mélangeant en permanence les 4 parties de cette figure, l'entreprise, elle, qui est une organisation, doit organiser ce que nous faisons de manière spontanée et inconsciente. Et alors évidemment, quand il s'agit d'organiser, c'est presque un gros mot, il y a une déperdition parce qu'il va falloir faire des notes de service, il va falloir faire des réunions, il va falloir faire une administration de cette intelligence collective pour arriver finalement à un résultat qui n'égalera jamais notre intelligence économique personnelle. Or, tout le challenge va consister à essayer de faire en sorte que les différentes intelligences économiques individuelles qui peuplent l'entreprise se reconnaissent dans ce schéma. Et à partir du moment où elles se reconnaissent dans ce schéma, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer une deuxième étape, toujours à partir de ce schéma. C'est-à-dire, moi, Jean Gourceau, ou Toussaint, ou Jacques Bongrand, eh bien, en considérant le problème qui est le problème du jour, je vais proposer de mettre mon nom et mes coordonnées dans la portion qui s'appelle mémoire. Et ce faisant, je vais dire que je vais entamer des recherches d'informations écrites sur le sujet. Tel autre va venir inscrire son nom dans la partie réseau, parce qu'il connaît à l'extérieur de l'entreprise, par exemple, des gens qui peuvent peut-être nous éclairer sur un sujet, sur une solution particulière. Je vais pouvoir mettre mon nom dans analyse, c'est-à-dire je suis expert dans mon entreprise, par exemple dans le refroidissement des bétons. Le problème du jour, c'est la construction d'un port en eau profonde quelque part au Maroc ou au Canada. Je suis expert dans ce domaine-là, je vais mettre mon nom dans la portion analyse. Et puis, si j'ai un goût pour le management, moi, comme chez Medical Group à Vaux-en-Velin, je vais prendre en charge une question ou une série de questions et je vais maîtriser un système d'intelligence économique interne dédié à la résolution de cette question. Et ce système d'intelligence économique, eh bien, il va durer peut-être 24 heures, peut-être une semaine, peut-être un mois ou 2. Et puis après, il va disparaître. Et tous les acquis, toutes les informations qui auront été collectées, toutes les réflexions, toutes les histoires qui seront venues à notre connaissance et qui nous paraîtront intéressantes, eh bien, tout cela sera versé dans la mémoire. La mémoire des fonctionnements antérieurs des différentes intelligences économiques qui auront été mises en place va elle-même devenir un moteur, c'est-à-dire que cette mémoire, on va pouvoir par la suite l'interroger. Cette mémoire va capitaliser le résultat de toutes les intelligences économiques qui auront été conduites au sein de l'entreprise et au bout d'un certain temps, on peut estimer qu'au bout d'1 an environ de fonctionnement d'une intelligence collective de ce type-là, eh bien la mémoire aura enregistré un certain nombre de pépites, d'informations qui permettront de résoudre un certain nombre de problèmes. On le voit donc, la mémoire de l'intelligence économique est quelque chose qui va d'elle-même créer des intelligences économiques entre une question et une réponse. Dans 6 mois, la mémoire me dira, mais là, vous avez une intelligence économique entre des experts qui sont chez nous et d'autres qui sont ailleurs. Il y a une intelligence économique entre une technologie que nous avons rencontrée en Pologne, à Varsovie, et un problème qui est le nôtre, qui se trouve à Naples, dans
fabrication d'une piscine. Donc, cette mémoire devient un lieu stratégique. Elle va devenir le lieu le plus important de l'entreprise. Concernant les réseaux, bien entendu, ils seront mémorisés. Tous ceux qui ont bien fonctionné aujourd'hui pourront demain fonctionner à condition que la mémoire nous les restitue. La mémoire a vocation à cartographier les réseaux et ensuite à les restituer à ceux qui en auront l'utilité. Et là se pose un des problèmes entre mémoire et réseau, qui est celui de toutes les entreprises qui développent un système d'intelligence économique. Je parlais tout à l'heure de l'information orale. Cette information orale qui est souvent plus stratégique que l'information écrite. Eh bien, cette information orale, elle doit être versée dans la mémoire. Dans la mémoire, à travers des produits, c'est-à-dire ce que l'on appelle des notes d'information, des rapports d'étonnement, peu importe le nom exact. Du moment que nous avons une information, une réponse intéressante, il faut la verser dans la mémoire. Ce qui implique de la part de nos ingénieurs, de nos techniciens, de nos commerciaux et de tous nos collaborateurs, la capacité à écrire avant de verser dans la mémoire. Alors c'est un moment difficile parce que nous aimons peu écrire, c'est considéré souvent comme une corvée, et puis nous ne voyons pas toujours ce qu'il est intéressant de verser dans la mémoire. Il y a des petits détails qui nous paraissent insignifiants et que l'on oublie de mémoriser. Je pense à cette entreprise qui avait un cadre, un commercial en Chine, qui jouait régulièrement au golf avec un client chinois. Ce client chinois, entre parenthèses, était membre du Parti communiste chinois, ce qui est un détail très important, et il n'aimait pas perdre au golf. Et notre commercial, à chaque fois qu'il y avait une partie de golf, eh bien, il perdait. Et le Chinois était heureux, il était content, et tout allait très bien. Et puis notre commercial, il est parti à la retraite. Et l'entreprise a oublié de mémoriser ce détail. Et celui qui a remplacé notre commercial en Chine, il jouait aussi au golf, mais il gagnait. Et évidemment, vous avez compris que les affaires de cette entreprise près de cette grande ville chinoise se sont détériorées petit à petit car il a fait perdre la face à un membre du Parti communiste chinois. Tout simplement parce qu'on avait oublié de mémoriser ce travail de réseau. Les réseaux n'ont de valeur qu'à partir du moment où on en retrouve la trace dans une mémoire qui soit bien faite, une mémoire stratégique. Bernard? Oui. On a une question qui est intéressante à ce moment-là, oui. qui est soulevée par Franck et que je vais relayer, qui dit que ce fonctionnement que tu décris et les points que tu pointes sont très intéressants et décrivent en fait un fonctionnement qui est assez naturel dans les startups, qui sont des petites organisations très agiles, mais quid de fonctionnement en silo qu'on va retrouver dans des entreprises de type TPE, PME qui sont peut-être plus établies. Et est-ce que toi, tu fais cette différence-là ou pas? Oui, je fais tout à fait cette différence-là parce que les silos et les cloisonnements tuent l'intelligence collective, tout au moins la ralentissent. Alors, une manière de contourner cette affaire est de dire à chaque métier à l'intérieur de l'entreprise, à chaque division, à chaque service, eh bien, développez votre propre intelligence économique. L'intelligence économique, elle appartient essentiellement à ceux qui s'en emparent. C'est une manière d'agir et de penser qui s'affiche devant nous. Or, vous êtes une division au sein de l'entreprise, vous êtes même une sous-division. Eh bien, rien ne vous empêche, entre vous, même si vous êtes 5 ou 6, eh bien, de développer votre propre intelligence économique. Alors, évidemment, elle sera peut-être un petit peu isolée. Elle n'aura pas cette performance idéale qu'elle pourrait avoir si c'était toute l'entreprise qui se mettait à l'unisson de cette représentation.
Mais la remarque de notre ami est tout à fait pertinente. Le schéma qui s'affiche devant nous est parfaitement celui d'une start-up. D'ailleurs, on peut très bien, c'est quoi une start-up? Une start-up, avant même d'avoir son cabis, avant même d'avoir son capital, avoir ses bureaux, eh bien c'est ça. C'est un groupe de gens, de copains, qui ont la capacité à identifier des problèmes. Donc il y a un consensus sur les problèmes des futurs clients, et puis qui sont capables, pour régler ce problème, de construire des solutions, de construire l'entreprise. Ce schéma, il précède l'entreprise, c'est certain. C'est là, alors je parlais de vision platonicienne, qui est une forme, qui donne de la forme à une entreprise, elle est devant nous. Mais il y a aussi l'entreprise qui existe déjà. Et l'entreprise qui existe déjà, parce qu'elle justement, elle est une organisation, elle a du mal à se retrouver dans ses origines, dans son ADN. Elle a du mal à aller vers ce qui, normalement, est le fonctionnement optimum de son intelligence collective. Et c'est vrai que nous sommes dans une culture où les silos, les métiers ne se parlent pas. Combien de fois ai-je vu des entreprises ou des administrations aussi, parce que j'ai aussi conduit des audits dans les administrations, on ne se parle pas. On se fout complètement de savoir ce que fait le voisin ou la voisine qui pourtant a la porte de son bureau dans le même couloir que nous. Parce qu'il y a une indifférence au travail que font souvent les autres. Donc, tout à fait, je valide la remarque de notre ami en lui disant que ce n'est pas parce que le schéma de l'intelligence collective paraît évident que sa réalisation dans de grosses structures, elle, est évidente. L'intelligence économique, c'est quelque chose de facile à comprendre. C'est quelque chose d'ailleurs qui doit être compris immédiatement. Dans l'entreprise, on doit savoir tout de suite ce que c'est, comment ça marche, comment y participer et quelles sont les finalités. Si au bout de 10 minutes ou d'un quart d'heure, les gens n'ont pas compris ce qu'était l'intelligence économique, c'est que celui ou celle qui en a la charge n'est pas à la hauteur du sujet. Mais ce n'est pas parce que l'intelligence économique est facile à comprendre qu'elle est aisée d'application. Son application est un labeur épuisant qui demande du sang-froid, qui demande de l'écoute, qui demande beaucoup de psychologie, qui demande de la conviction. Or, nous sommes nés dans le guidon, qui sont souvent dans l'urgence, qui ont tout un tas de problèmes triviaux à régler. Et pour reprendre conscience de ce que l'on est, d'où l'on vient, eh bien, il faut pouvoir respirer de temps en temps et il faut pouvoir, évidemment, pour revenir à cette affaire-là, avoir des questions. Là où l'intelligence économique reprend ses droits, c'est quand il y a problème. Or, une crise comme celle que nous vivons actuellement va susciter un certain nombre de problèmes. Par exemple, le problème qui va consister à trouver des approvisionnements qui ont été taris à cause de la Covid-19. Je n'ai plus de papier, je n'ai plus d'encre, je n'ai plus mes roulements à billes, j'ai un gros problème. Et qu'est-ce que je fais face à ce problème? D'abord, Eureka, j'ai une question qui fait consensus, régler le problème. D'ailleurs, j'ai une question. Pardon Bernard. Oui, Un des points qui apparaît dans cette crise, c'est aussi la disparition des espaces de collaboration interstitielle, c'est-à-dire des temps, typiquement le temps du café, le temps de la pause cigarette. On n'encourage pas dans ce comité la consommation de tabac, néanmoins c'est un moment d'échange. Et toutes ces mini-rencontres, ce temps de déjeuner par exemple, et dans l'absence de ces temps qui sont quand même très propices à l'échange d'informations, à la sérendipité et à la créativité, est-ce qu'il n'y a pas un risque fort sur l'intelligence économique et l'intelligence collaborative? Tout à fait exact. L'intelligence économique est une culture, elle est une civilisation. Le schéma qui est en face de nous, d'ailleurs, il dépasse l'entreprise. Il peut concerner la cité, il peut considérer le village ou la ville intelligente. Et une grande part
la création d'ignorance et de questions nouvelles, de consensus, vient du fait que l'on se parle, que l'on s'écoute, que l'on se voit, que l'on se respire. La machine à café est certainement l'endroit le plus stratégique de l'entreprise. Dans les comités de direction, finalement, tout va très bien, Monsieur le Président, tout va très bien, Monsieur le Ministre. On parle un langage convenu, on parle un langage rassurant. Or, dans la machine à café, dans les couloirs, lorsqu'on déjeune avec les collègues, eh bien, au bout d'un moment, on finit par parler du réel. On finit par parler des choses qui ont une importance, qui peuvent avoir demain des conséquences non négligeables en termes de menaces ou en termes d'opportunités. Les idées naissent des sourires, des blagues, des confrontations. Or, le télétravail, s'il est pratique d'un certain point de vue, risque, s'il est systématisé, de tuer cette capacité à s'étonner, cette capacité à s'engueuler, parce que souvent, on le verra quand on abordera l'innovation, l'innovation, elle va naître parce qu'on va se disputer, parce qu'on va s'affronter. Or, c'est plus facile de s'affronter et se disputer à table ou à la machine à café que de s'affronter et de polémiquer par le télétravail. En plus, le télétravail, à forte dose, risque d'isoler nos collaborateurs et va générer des risques, et notamment des risques psychosociaux que nous allons étudier lorsque nous aborderons l'intelligence des risques dans notre prochain webinaire. Et du coup, j'ai encore une question qui est très Bien pratique. sûr, mais après le temps des questions, de toute façon, j'avais décidé de m'arrêter au bout d'une demi-heure. Donc maintenant, Voilà, accueillons les questions et surtout les contributions. Enfin, oui, allez-y. tout à fait. Et du coup, il y a une question dans le chat qui est vraiment la difficulté de verser des éléments qui souligne que tu pointes la difficulté de verser des éléments pour partie oraux vers des supports écrits, mais comment tu ressors ces éléments aussi, c'est-à-dire comment tu t'assures que tes éléments écrits et les éléments que tu as recensés ne deviennent pas une vieille bibliothèque poussiéreuse à laquelle personne ne se réfère, et parce que le contributeur Lionel pointe à juste titre le fait qu'avoir l'information, c'est une chose, la manipuler, la trouver, c'en est encore une autre. Très bien. J'aime beaucoup la question parce qu'à l'intérieur de cette question, il y a déjà beaucoup de solutions. On va y revenir. C'est tout à fait exact qu'il est très difficile de faire passer de l'information orale en information écrite, bien que ce soit nécessaire. Alors, il faut que dans l'entreprise, on en débatte. Et il faut une forme. Il faut par exemple que le rapport d'étonnement ait une forme qui soit la plus simple possible, la moins compliquée. Parce que la forme, c'est la liberté. Quand je sais comment, dans mon entreprise, je rédige une information écrite, ce qu'elle va devenir et à quoi elle va servir, déjà, j'ai une propension à écrire parce que je sais comment le faire et je sais où ça va et à quoi ça sert. Et donc, cette formalisation, c'est un des moments de la démarche d'intelligence économique. Alors, on va rentrer un petit peu dans le technique, même si on va s'éloigner du stratégique fondamental, on va rentrer un petit peu dans le technique. C'est quoi une bonne note d'information? C'est court, ça fait moins d'une page. Une note d'information qui fait plus d'une page, c'est pas bon. Une note d'information, ce sont des auteurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs auteurs, et ce sont des destinataires. Et puis, c'est un petit résumé d'une phrase qui va permettre à un non-spécialiste de comprendre quel est le sujet, ce qu'il y a à l'intérieur de la note d'information. Si possible, la note d'information est rédigée le plus près de l'événement. Elle sera rédigée dans l'heure qui suit ou le jour même où j'ai un contact avec un analyste à l'extérieur. J'ai rencontré un expert où j'ai vu quelque chose sur un salon professionnel ou dans une réunion quelconque, j'écris. Cette écriture, elle doit être courte, elle doit comporter un certain nombre d'éléments et la note d'information, la bonne note d'information est celle aussi qui ignore. Celui qui va écrire « J'ai rencontré Madame Untel qui m'a expliqué des choses, je n'ai pas compris exactement ce qu'elle me disait quand elle m'a parlé de ceci. » Ça, c'est très bien. Avouer une ignorance, ça, c'est bon.
Donc, la note d'information idéale, elle est courte, elle a un résumé, elle a des destinataires et elle a des auteurs. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans 6 mois, dans 1 an, la note d'information qui vient d'être rédigée, elle aura largement perdu sa valeur, elle sera obsolète. Et je reprends le terme de bibliothèque poussiéreuse qu'a cité notre intervenant, c'est vrai. Ce sera une bibliothèque poussiéreuse, mais on va rattraper le coup. Et comment allons-nous rattraper le coup? Parce qu'une bonne note d'information, ce n'est pas celle qui apporte forcément un savoir, c'est celle qui apporte un réseau de personnes qui sont nommées dans la note d'information, parce qu'à un moment donné, au mois de juin de l'année dernière, Julie, Toussaint, Jean, Bernard se sont intéressés à un sujet, à un problème. Et moi, chef d'entreprise, je ne vais pas relire toutes les notes d'information, je vais appeler Julie, je vais appeler Toussaint, je vais appeler Jean, et je vais leur dire, voilà, sur le refroidissement des bétons, vous avez écrit plusieurs choses. Quelle est l'actualité d'aujourd'hui? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc finalement, la bonne note d'information, c'est celle qui visualise des réseaux d'entreprises. Et on va retrouver ces réseaux dans la mémoire. Voilà pour répondre à la question tout à fait judicieuse de notre intervenant. Dans la lignée de il est essentiel, avouer une ignorance est source de créativité et quelque chose qui est positif, nous vous rappelons qu'il n'y a pas de questions stupides. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, c'est probablement que Bernard, emporté par son enthousiasme, ne l'a pas expliqué suffisamment, mais il peut y revenir. Et vous avez encore un gros quart d'heure pour poser des questions. Donc n'hésitez pas, si certains veulent les passer, peut-être les poser à l'oral, vous réactivez tranquillement votre micro et vous y allez. Ou vous les tapez dans le chat, c'est vraiment comme vous préférez. Encore une fois, on sait que dans ces webinaires, on trouve des gens qui ont des niveaux différents vis-à-vis de la matière. Certains d'entre vous sont très avancés, très pratiquants, et pour certains, c'est même leur métier. Pour d'autres, c'est une source de curiosité, vous avez un métier autre. Donc, comment dire, toutes les questions sont les bienvenues. Nadia, est-ce que vous voulez que je la lise, la question, ou est-ce que vous la posez à l'oral? Allez-y, il n'y a pas de questions stupides, hein, il n'y a que des réponses idiotes. Alors, oui, en fait, vous avez dit que l'intelligence collective appartient à ceux qui s'en emparent. Effectivement, on imagine que ça soutient l'innovation dans les entreprises, mais aujourd'hui, est-ce que les entreprises laissent la place pour ça? Les agendas sont surchargés souvent. On ne favorise pas forcément les prises d'initiative. Est-ce que les entreprises ont conscience que on ne laisse pas forcément la place à l'intelligence économique? Oui, si vous voulez, elles en font toutes, hein. Toutes nos entreprises qui disent qu'elles ne s'intéressent pas à l'intelligence économique ou qu'elles n'en font pas ou que pour elles, ça leur paraît quelque chose de théorique, eh bien toutes, lorsqu'elles ont un problème, elles mettent en place le diagramme, la diapositive qui est en face de nous. Elles le font, je dirais, sans le savoir, parce qu'elles sont obligées de passer par là. Parce que ça, c'est la réalité de l'économie, ce qu'on appelle l'économie de l'information et de la connaissance. Chaque fois que ces entreprises-là ont un projet, ont un partenariat, un contrat, un projet d'exportation, d'innovation, une crise, un risque à gérer, eh bien, elles travaillent à partir de là. Alors évidemment, comme elles n'ont jamais vu ce schéma, elles ont une perte en ligne parce qu'elles perdent du temps à faire de manière brouillonne, de manière parfois pagailleuse ou décousue, ce qu'elles pourraient faire de manière beaucoup plus efficace en mettant au centre de cette figure quelle est la question du jour. Et lorsqu'on se réunit à plusieurs dans l'entreprise, eh bien, on fait de l'intelligence économique à partir de ce diagramme. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. C'est une question de vocabulaire, c'est une question de vision. Or, cette vision n'est pas une révolution. Cette vision rend compte de l'activité quotidienne de toutes les entreprises. Le problème, c'est que culturellement, sémantiquement, philosophiquement, nous ne sommes pas
prêt, bien souvent, hein, à utiliser, à profiter de cette synthèse pour accélérer les choses, pour aller plus vite. D'autres cultures, je pense notamment à des cultures asiatiques, sont beaucoup plus à l'aise avec ce genre de gymnastique parce que ça implique une solidarité de groupe qui va mieux dans des cultures moins individualistes que les nôtres. Ce schéma-là, par exemple, c'est le schéma de fonctionnement d'une entreprise coréenne sur un salon professionnel qui est à la recherche d'innovation et qui va, à partir de là, eh bien, littéralement absorber tout le savoir et le savoir-faire qu'elle pourra en 1 jour ou 2 jours sur un salon professionnel quelque part en Asie ou en Europe. Mais ce qui manque, ce n'est pas tellement la pratique qui est induite par cette diapositive, parce que cette pratique-là, elle existe tous les jours. Ce qui manque, c'est la capacité de voir ensemble les 4 éléments fondamentaux et de se dire que finalement, si je mettais cette figure au centre de mes problèmes, j'irais plus vite. Voilà, pour répondre à votre question. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Oui. Nadia, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas, ou s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Jacques Bongrand, bonjour à tous. Je vais soulever 2 questions sur les questions, la question d'organisation qui est effectivement très importante. Comment partager l'information sans y passer trop de temps? Alors, premièrement, est-ce qu'il vaut mieux, comment répartir l'information, je dirais tirée, c'est-à-dire les bases de données à la disposition de tous, et l'information poussée, c'est-à-dire les messages, par exemple, qui sont envoyés. Puis deuxième question, on passe beaucoup de temps en réunion. Est-ce que vous conseillez plutôt des réunions périodiques ou alors des réunions ad hoc avec pas beaucoup de gens? Et je voudrais terminer par 2 suggestions pour avoir vos réactions. La première, c'est par exemple, dans un cercle donné, un courriel d'information par semaine, très bref, qui disent quand même à tout le monde, voici les quelques éléments de la semaine. Et puis une pratique, deuxième question que j'avais appliquée à différentes entreprises, des réunions de service, les commencer à 11h, comme ça ne dure pas trop longtemps, et puis ensuite, après le déjeuner, on part à autre chose. Merci. Merci. Alors, les réunions, il y a les réunions formelles et les réunions informelles. Il faut que les réunions formelles, par leur date et leur lieu, favorisent les réunions informelles. Il y a une géographie de l'intelligence économique. La géographie de l'intelligence économique, ça va consister à faire en sorte que les gens qui n'ont apparemment rien à se dire, parce qu'ils sont dans des métiers différents, se retrouvent, comme vous le dites très justement, Jacques Bongrand, avant ou après la réunion formelle pour bavarder, pour discuter. Et donc, l'intelligence économique, c'est quelque chose qui doit fonctionner en rez-de-chaussée, au milieu d'un forum, d'un cercle, où tous ceux et toutes celles qui n'ont aucune raison de se rencontrer, de se croiser, vont se croiser avant ou après la réunion de service hebdomadaire qui garde son importance. Il ne faut pas casser l'organigramme de l'entreprise sous prétexte d'y insuffler celui de l'intelligence économique. Les deux doivent cohabiter. Alors, quelles sont les informations qu'il faut faire passer? Je dirais que les informations qu'il faut distribuer, ce sont les questions et les ignorances que se pose l'entreprise. Si, en ouvrant mon mail, je suis en train de lire quelque chose qui me dit « Notre entreprise s'intéresse à tel sujet, notre entreprise est confrontée à tel problème, que pensez-vous de tel risque ou de telle opportunité ?» Là, je vais répondre. Si j'ouvre mon écran et que je vois un certain nombre d'affirmations sur ce que l'on va faire, sur ce qui se passe, je me sens peut-être moins concerné. Donc, il faut que l'information contienne autant de questions que de réponses, autant d'informations que d'ignorance. Alors, c'est un savant dosage, quelque chose d'épuisant, mais il y a un métier qui est celui de data scientist ou de data officer, qui consiste à regarder, à analyser la qualité
des échanges neuronaux au sein de l'entreprise. Quels sont les secteurs où l'on s'étonne, où l'on pose des questions et ceux où on n'en pose jamais? Et faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre ignorance et information dans la rotation au sein de l'entreprise des informations. Une information, un mail, c'est fait pour exciter des intelligences individuelles. Tous nos collaborateurs fonctionnent comme ce schéma, de manière inconsciente. Lorsqu'ils savent que nous avons une question qui sera peut-être débattue lors de la prochaine réunion hebdomadaire, eh bien, ils vont s'y intéresser. Ils vont s'y intéresser parce qu'ils ont peut-être aussi le sentiment qu'on attend quelque chose d'eux. L'intelligence économique, c'est un hommage que l'entreprise ou l'organisation rend aux intelligences individuelles de ses collaborateurs. Quand je dis à mes collaborateurs, je m'intéresse à ça, je m'inquiète pour ceci, que pensez-vous de cela? Quand je sollicite leur intelligence, je fais avancer mon entreprise beaucoup plus sûrement que si je les inonde de notes de service qui sont rasoirs, qui sont souvent mal écrites. Je m'adresse à leur intelligence. Alors évidemment, je suis bien obligé de temps en temps de faire passer aussi des notes de service, des rapports, des synthèses, etc. Le tout est de doser. C'est une question d'équilibre et de sagesse. Et là, il y a un métier qui est le métier d'animateur de l'intelligence économique. C'est une personne, c'est un monsieur ou une dame qui, ayant le sens de l'écoute, connaissant bien l'histoire de l'entreprise, y étant légitime, va examiner quelle est la manière la plus élégante et la plus astucieuse, la plus pertinente de solliciter toutes ces intelligences qui sont dans l'entreprise et qui parfois ronronnent. Et plutôt que de les accabler d'informations qui finissent par énerver, assommer les gens, les associer à des réflexions. Donc, pour ce qui est donc de la circulation de l'information et des courriels, voilà ma réponse. Pour ce qui est de la géographie et des réunions, maintenons les réunions, je dirais, traditionnelles, officielles, mais de manière astucieuse, en les mettant dans un calendrier, dans un espace géographique propice au développement de l'intelligence économique. Y a-t-il d'autres questions? Si tu me permets une petite incise, en complément, il ne faut pas oublier que le dirigeant d'entreprise, qu'il soit au top de l'entreprise ou à des niveaux intermédiaires, ils doivent agir. Et l'information est nécessaire pour agir. Et une des difficultés que constate, le monde dans lequel j'étais le plus familier, c'était le monde militaire, dans lequel l'action était une action militaire, mais enfin peu importe, je crois que c'est aussi vrai dans les entreprises. Celui qui doit décider a besoin d'avoir une information qui soit correctement ciblée. Et il est important pour lui qu'il sache se poser les questions. Et je crois que c'est une des difficultés, moi j'ai constaté quand j'étais dans l'enseignement militaire, c'était que les clients qu'on pouvait avoir, ils avaient du mal, peut-être parce qu'ils avaient pas le temps ou trop de sollicitations, ils avaient du mal à se poser les bonnes questions. Et un des rôles de l'animateur de l'information, de l'intelligence économique que tu évoques, est aussi d'aider les clients potentiels, les décideurs, à savoir se poser les bonnes questions, et à savoir poser à leur entourage les bonnes questions en disant voilà de quoi j'ai besoin pour décider, voilà quel choix stratégique je vais faire, voilà les informations qu'il me manque et dont j'estime avoir besoin pour prendre une décision qui soit la moins mauvaise possible, sachant que c'est très net, les gens, les militaires le disent, on parle du brouillard de la guerre, on prend des décisions en sachant pas grand-chose sur ce qui se passe, mais il faut en savoir le plus possible et surtout être capable un peu de boucher les trous. Je crois qu'un chef d'entreprise ou un chef de service, souvent, Olas Novas, des difficultés du même ordre et il a besoin donc d'avoir un questionnement qui soit le plus connu possible de son environnement, par son environnement. Tout à fait, Jean. L'intelligence économique est une aide à la décision. Elle est une aide à la décision sommitale
parce qu'elle permet au directeur, au patron, au président de l'organisation, eh bien, d'être alerté sur un certain nombre de signaux évidents ou de signaux faibles. Et il est lui-même aussi une intelligence économique. Notre président, notre patron, il a dans sa tête le schéma qui est devant nous. Et ce schéma-là doit lui permettre d'organiser son entreprise à partir des savoirs, des savoir-faire et des connaissances en fonction d'un problème. C'est-à-dire qu'il doit jouer à la fois sur la pyramide, le triangle, hein, qu'on a hérité de l'usine taylorienne, et puis de jouer également sur le schéma que nous avons affiché. C'est-à-dire, un chef d'entreprise, il est au sommet du triangle, parce que c'est sa responsabilité, avec tout ce que ça implique sur le plan civil, sur le plan pénal, etc. Mais il est aussi le patron de l'intelligence collective. Et étant le patron de l'intelligence collective, il va compléter la vision classique du triangle par cette vision systémique. L'intelligence économique, c'est une pensée systémique qui englobe tous les aspects d'un problème, qui vient compléter une pensée analytique qui, elle, décortique les problèmes. Les deux peuvent parfaitement fonctionner de pair. Alors, un grand patron, un chef d'entreprise, mais c'est pour une PME ou pour une multinationale, c'est la même chose, c'est celui qui est capable d'associer l'intelligence collective qu'il a à sa disposition dans son entreprise, à travers les 4 portions du cercle que nous venons de voir, et puis son organisation traditionnelle. Alors évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, mais il y a forcément dans l'entreprise quelqu'un de légitime qui va à ses côtés, hein, faire ce travail d'intelligence économique. Mais les deux peuvent parfaitement marcher ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions ou contributions? Je pense que là, avec la nécessité de concilier la pensée systémique et la pensée analytique, on a motivé tout le monde à se lancer. On est conscient que c'est des sujets qui peuvent être un peu intenses pour une heure du déjeuner, hein, mais c'est pour ça qu'on prend plusieurs fois. Voilà. Alors, on a quelqu'un qui est dans le domaine du lean management. Salima, vous voulez peut-être poser votre question et réactiver votre micro? Il nous reste quelques minutes, donc profitez-en. Ben oui, en fait, ce que j'ai dit, en fait, je partage vraiment votre vision. Aussi, dans le Lean, on travaille souvent et on mise sur l'humain et à booster l'intelligence collective. Déjà, j'ai écrit qu'on ne vise pas Einstein, mais on a dit E égale MC2, c'est l'efficacité qui est égale à la motivation et la compétence et la communication. Disons, pour bien réussir ce système, il faut aussi miser sur la motivation de toutes les parties, de toutes les équipes. Donc, comme ça, on peut remonter leurs propositions et construire un bon système d'intelligence économique. Tout à fait. Alors, vous avez parfaitement raison. Je dirais que pour que ce schéma marche, il faut qu'il soit transparent. Oui. L'intelligence économique, l'intelligence collective n'est pas quelque chose qui doit rester secret ou confidentiel. Ce serait une aberration. C'est-à-dire que l'intelligence économique, elle est transparente, elle est avouée, elle est affichée. Le schéma que nous avons, on peut l'afficher dans tous les bureaux. Et chacun peut se prendre en charge en disant, moi, je suis capable de maîtriser la mémoire, les réseaux de mes collègues qui sont là autour de moi. On a un problème, on fait une équipe à partir de ce schéma, on l'affiche sur le mur, et puis chacun vient mettre son nom. Et là, on a créé une intelligence économique. On l'a fait en 10 minutes. En 10 minutes, on crée au sein de l'entreprise, ou même s'il n'y a pas d'entreprise, on peut faire la même chose. L'intelligence économique ne se réduit pas au monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est un moment organisé de l'intelligence économique. Avant l'entreprise, il y a l'intelligence économique, il y a le schéma. Le schéma va aboutir à la création d'une entreprise. Et puis l'entreprise, eh bien, au bout d'un moment, elle va disparaître ou je vais la vendre. Mais l'intelligence économique, elle va durer. C'est-à-dire tous les gens qui ont participé à l'aventure ou une partie d'entre eux vont créer d'autres entreprises. Le noyau dur, ce n'est pas une entreprise. L'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus fragile. Le noyau dur, la solidité, c'est le concept qui est dans nos têtes.
C'est notre manière de penser et d'agir, c'est ça le solide. Le pérenne, le solide, ce qui peut se reproduire, faire des petits, c'est ça. C'est cette manière de penser. L'entreprise, c'est quelque chose finalement de très fragile. C'est quelque chose qui ne va pas durer, à part certaines grandes entreprises, et même celles-ci. Mais l'intelligence économique durera beaucoup plus longtemps que les entreprises dans lesquelles elle prospère. Voilà. Mais la motivation est importante. Et pour que les gens soient motivés, il faut que les gens sachent, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils comprennent tout de suite, qu'ils soient rassurés en se disant « mais je suis capable, moi, de créer immédiatement avec les autres un système d'intelligence économique. Mais pour cela, il faut que j'ai une question. Il faut que je sois capable d'ignorer. On en revient toujours aux fondamentaux, à la cause première. La cause première étant l'ignorance féconde.